On vous a menti, depuis votre plus tendre enfance. On vous a servi un mensonge tellement parfait, tellement bien ficelé, que vous l'avez pris pour une vertu. On vous a dit qu'être humble était noble, qu'incliner la tête était signe de sagesse, que demander moins que ce que vous méritez était une élégance spirituelle. Et vous l'avez cru, vous l'avez intériorisé. Vous en avez fait une partie, intégrante de votre identité. Mais il y a une chose qu'on ne vous a jamais expliquée, quelque chose que Machiavel a découvert il y a plus de 5 siècles et que l'élite utilise depuis pour vous maintenir exactement là où vous êtes. On vous a enseigné la fausse modestie, pour que vous ne revendiquiez jamais l'influence qui vous revient de droit, et avant que vous ne pensiez qu'il s'agit là d'une fatuité déplacée ou d'une arrogance pure et simple. Je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. Je ne parle pas de devenir un narcissique, je ne parle pas d'écraser les autres, je parle de quelque chose de beaucoup plus profond et de profondément dérangeant. Je parle de la manière dont le système vous a programmé, pour que vous renonciez volontairement à votre droit d'avoir de l'influence sur votre propre vie. On vous a convaincu que c'était une vertu, et pendant que vous vous sentiez vertueux, de ne pas demander, de ne pas exiger, de ne pas revendiquer, d'autres prenaient exactement ce que vous laissiez sur la table. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est de la psychologie documentée. En 1963, Stanley Milgram a mené l'une des expériences les plus troublantes de l'histoire de la science. Il voulait comprendre jusqu'où une personne ordinaire irait, en obéissant aux ordres d'une autorité. Les résultats furent glaçants. 65% des participants ont administré ce qu'ils croyaient être des décharges électriques létales à une autre personne, simplement parce que quelqu'un en blouse blanche leur avait dit de le faire. 65%, 2 personnes sur 3 sont allées jusqu'au bout. Elles ont entendu des cris de douleur, elles ont entendu des supplications, et elles ont continué d'obéir. Mais voici ce que personne ne vous dit sur cette expérience. Personne n'a obligé ces personnes. Il n'y avait pas d'armes, il n'y avait pas de menaces. Il y avait seulement une voix d'autorité, disant de continuer. Et ils continuaient, parce qu'ils avaient été conditionnés dès leur plus jeune âge à obéir, à être humbles, à ne pas remettre en question, à accepter que quelqu'un d'autre sache mieux que vous ce que vous devez faire. C'est comme cette phrase « Un chef est fait pour cheffer ». Machiavel avait compris cela 5 siècles avant que la psychologie n'existe en tant que science. Dans Le Prince, il a écrit quelque chose que la plupart lisent superficiellement, mais que peu comprennent réellement. Il a dit que les hommes offensent plus celui qu'ils aiment que celui qu'ils craignent, et cela a des implications brutales pour le thème de la fausse modestie. Parce que, lorsqu'on vous enseigne à être humble, on vous enseigne à ne pas être craint, on vous enseigne à être inoffensif, on vous enseigne à être quelqu'un qu'on peut ignorer, reléguer, utiliser et jeter sans conséquence. Pensez-y un instant. Chaque fois que vous avez ravalé une opinion par humilité, chaque fois que vous avez accepté moins d'argent que ce que vous méritiez pour ne pas paraître ambitieux, chaque fois que vous avez laissé passer une opportunité parce qu'il était mal vu de la revendiquer, chaque fois que vous avez tué votre talent pour ne pas faire de l'ombre aux autres, dans chacune de ces situations, vous exécutiez le programme. Vous étiez exactement ce que le système a. Besoin que vous soyez docile, maniable, prévisible, humble. Mais calmez-vous, parce que ce que je vais vous révéler maintenant va complètement changer votre perspective sur tout ça. Il y a une différence brutale entre l'humilité réelle et la soumission déguisée en vertu. Et l'élite connaît cette différence parfaitement. Elle pratique l'humilité réelle, qui est de reconnaître que vous ne savez pas tout, d'être ouvert à apprendre, de ne pas laisser l'ego obscurcir votre jugement. Mais ce qu'on vous a enseigné, ce n'est pas ça. Ce qu'on vous a enseigné, c'est la soumission, c'est renoncer à votre influence, avant même d'essayer de l'utiliser. C'est vous excuser d'exister, c'est demander la permission de respirer. C'est presque la devise. Soyez beau et taisez-vous. C'est une étude publiée en 2025 dans la revue Personality and Individual Differences a révélé quelque chose de fascinant. Ils ont enquêté sur la manière dont l'humilité affecte la perception de la justice lorsqu'il y a des différences de pouvoir. Ils ont découvert que les personnes au pouvoir ont tendance à percevoir comme juste de recevoir plus que les autres.
Mais lorsqu'on leur induisait un état d'humilité, leur perception de la justice s'équilibrait. Cela signifie que l'humilité réelle est un outil des puissants pour ne pas abuser de leur pouvoir. Ce n'est pas un outil pour que les sans-pouvoir renoncent, au peu qu'ils pourraient avoir. Laissez-moi le répéter parce que c'est crucial. La fausse modestie a été conçue pour que les puissants n'abusent pas. Mais on vous l'a vendue pour que vous n'arriviez jamais à avoir de pouvoir dont abuser. On vous a donné l'antidote avant la maladie. On vous a vacciné contre une richesse qu'on ne vous a jamais laissé atteindre. On vous a enseigné à être modeste, avec des réalisations qu'on ne vous a jamais permis d'avoir. Machiavel a observé quelque chose que les personnes modernes préfèrent ignorer. La nature humaine n'a pas changé depuis des milliers d'années. Les mêmes dynamiques de pouvoir qui existaient dans la Florence de la Renaissance existent aujourd'hui dans votre bureau, dans votre famille, dans votre relation de couple. Et l'une des dynamiques les plus constantes est celle-ci. Celui qui ne revendique pas, ne reçoit pas. Celui qui n'exige pas est ignoré. Celui qui cède toujours est celui qui perd toujours. Des chercheurs de Stanford ont publié une découverte inconfortable sur les dynamiques professionnelles. Ils ont constaté que dans les interactions professionnelles, les gens préfèrent travailler avec ce qu'ils ont appelé des idiots compétents, plutôt qu'avec des imbéciles humbles. Relisez ça dans le monde réel, dans le monde où se prennent les décisions, où se partage l'argent, où s'attribuent les opportunités. Les gens choisissent la compétence plutôt que la fausse modestie, même si cette compétence s'accompagne d'arrogance. Cela ne signifie pas que vous devez être un idiot. Cela signifie que le monde ne va pas vous récompenser pour être humble. Le monde vous récompense pour être efficace et très fréquemment être humble vous empêche d'être efficace parce que cela vous empêche de réclamer ce dont vous avez besoin pour l'être. C'est là que Machiavel devient inconfortable pour la plupart, parce qu'il ne vous donne pas la permission de vous sentir bien avec votre médiocrité. Il ne vous dit pas qu'il est normal de rester là où vous êtes, parce que vous êtes une bonne personne. Il vous confronte à une vérité qui fait mal. Le monde ne se divise pas en bons et mauvais. Il se divise en ceux qui comprennent les règles du pouvoir et ceux qui ne les comprennent pas, et ceux qui ne les comprennent pas, indépendamment de leurs intentions, sont ceux qui finissent par être utilisés par ceux qui les comprennent. Je vais vous raconter quelque chose qu'on ne vous a probablement jamais expliqué sur la manière dont fonctionne le conditionnement social. Depuis votre naissance, vous avez été soumis à un processus systématique de domestication. D'abord vos parents, ensuite l'école, après la religion, finalement le travail. Chaque institution avait le même message, avec différents déguisements. Ne soyez pas trop, ne brillez pas trop fort, n'incommodez pas, n'exigez pas. Soyez reconnaissant de ce que vous avez. Ne demandez pas plus, soyez humble. Ça a marché. Ça a marché tellement bien que maintenant, quand quelqu'un vous suggère que vous pourriez demander plus, que vous pourriez exiger plus, que vous pourriez être plus, vous ressentez une gêne physique. Vous sentez que c'est mal. Tu ressens de la culpabilité. Cette culpabilité, elle ne t'appartient pas. C'est le programme qui tourne. C'est le conditionnement qui fait exactement ce pourquoi il a été conçu. Te maintenir à ta place. Mais attends, parce qu'il y a quelque chose d'encore plus perturbant que tu dois comprendre. L'expérience de Milgram a été reproduite des dizaines de fois, dans différents pays, différentes décennies, différents contextes. Et les résultats sont constamment terrifiants. Là, l'obéissance à l'autorité n'a pas diminué avec l'éducation. Elle n'a pas diminué avec l'accès à l'information. Elle n'a pas diminué avec le temps. En 2024, des chercheurs ont publié dans le British Journal of Social Psychology que les gens continuent d'obéir à l'autorité à des niveaux similaires à ceux d'il y a 60 ans. Mais ils ont découvert quelque chose de nouveau. L'obéissance n'est pas aveugle. C'est un processus d'identité. Les gens obéissent parce qu'ils s'identifient à l'autorité, parce qu'ils veulent appartenir, parce qu'ils veulent être vus comme bons, comme coopératifs, comme faussement modestes. L'obéissance est directement liée à cette fausse modestie qu'on t'a vendue comme vertu. Tu t'obéis à toi-même vers la soumission
parce que tu crois que ça fait de toi une bonne personne. Machiavel a écrit qu'il est préférable d'être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux. Et cette phrase a été mal interprétée pendant des siècles. Il ne dit pas que tu dois être cruel. Il dit que le respect basé sur la crainte est plus fiable que le respect basé sur l'affection, parce que l'affection dépend de la convenance de l'autre. La crainte dépend de toi. Quand tu es faussement modeste de la manière dont on te l'a enseigné, tu renonces à la crainte. Tu deviens complètement dépendant de l'affection des autres, de leur bonne volonté, de leur générosité. Et la réalité brutale, c'est que l'affection est inconsistante. Les gens t'aiment quand ça les arrange, ils t'oublient quand ça ne les arrange plus. Ils t'utilisent quand ils le peuvent. Ils te jettent quand ils trouvent quelque chose de mieux. C'est un peu comme le syndrome du gilet jaune. On te soutient tant que tu es visible et utile. Puis on t'oublie dès que tu disparais du radar. L'influence réelle n'est pas de dominer les autres. L'influence réelle, c'est de ne pas dépendre des autres pour ton bien-être. C'est d'avoir des options. C'est de pouvoir dire non sans que ta vie s'écroule. C'est de pouvoir exiger le respect sans avoir à supplier pour l'obtenir. Et rien de tout cela n'est possible tant que tu continues d'exécuter le programme de fausse modestie qu'on t'a installé. Machiavel a vécu cela dans sa chair, en 1512, après avoir servi 14 ans la République de Florence comme diplomate et stratège. Il fut accusé de conspiration quand les Médicis reprirent le pouvoir. On le tortura, on l'emprisonna, on l'exila. Et pendant cet exil, il écrivit Le Prince, non comme un exercice intellectuel, mais comme une analyse crue de pourquoi il avait tout perdu. Il conclut que son erreur fut de trop faire confiance à la bonne volonté des autres. Il fut trop loyal, trop serviable, trop faussement modeste face à l'influence. Et cette influence le détruisit sans ciller quand il cessa d'être utile. On pourrait dire que c'est comme un ministre qui se fait limoger du jour au lendemain après des années de loyaux services. Ce que Machiavel découvrit dans sa chute, c'est ce que des millions de personnes découvrent chaque jour. La fausse modestie ne te protège pas. La loyauté ne te protège pas. Être une bonne personne ne te protège pas. La seule chose qui te protège, c'est d'avoir ta propre influence. Et la première condition pour avoir ta propre influence, c'est d'arrêter de la donner. Laisse-moi te donner un exemple concret de comment cela fonctionne dans la vie réelle. Imagine deux employés, également compétents. L'un a été conditionné à être faussement modeste. L'autre a appris à revendiquer sa valeur. Antoine fait son travail bien, attend d'être remarqué, attend que quelqu'un reconnaisse son effort. Il ne demande jamais d'augmentation parce que ce serait présomptueux. Il ne postule jamais pour des promotions parce qu'il ne veut pas paraître ambitieux. Il attend. Pierre fait son travail aussi bien. Mais il documente ses réalisations. Il négocie son salaire. Il postule activement pour des opportunités. Il communique sa valeur sans s'excuser d'en avoir. Dans 5 ans, Antoine est exactement où il a commencé. Peut-être avec une petite augmentation pour l'inflation. Pierre est 3 niveaux au-dessus, gagnant le double. Les deux sont également compétents. Les deux sont également travailleurs. La seule différence fut le programme qu'ils ont exécuté. L'un a exécuté la fausse modestie. L'autre a exécuté ce que Machiavel appellerait « virtu », la capacité d'agir de manière décisive quand l'opportunité se présente. C'est un peu comme comparer un fonctionnaire zélé mais effacé à un jeune entrepreneur dynamique qui sait se vendre. La recherche de Stanford sur les cultures de travail réussies a révélé que les organisations les plus efficaces combinent l'orientation vers la réussite avec le respect et la considération. Ce ne sont pas des endroits où la fausse modestie est récompensée. Ce sont des endroits où la compétence est valorisée et la fatuité destructrice est contrôlée. Il y a une différence énorme. Maintenant, je sais ce que certains pensent. Cela sonne comme justifier la fatuité. Cela sonne comme être une mauvaise personne. Et c'est là que j'ai besoin que tu fasses très attention, parce que je vais démonter cette objection complètement. La fausse modestie qu'on t'a enseignée ne fait pas de toi une bonne personne. Elle fait de toi une personne maniable. Il y a une différence. Une personne authentiquement bonne peut établir des limites, peut dire non, peut exiger le respect, peut réclamer ce qui lui revient, peut être ferme sans être cruelle.
La bonté réelle ne requiert pas l'auto-anéantissement. C'est un peu comme un artisan qui sait reconnaître la valeur de son travail et qui n'accepte pas d'être sous-payé. Ce qu'on t'a enseigné comme fausse modestie, c'est une forme de violence contre toi-même. Chaque fois que tu minimises tes réalisations, chaque fois que tu t'excuses pour tes talents, chaque fois que tu acceptes moins que ce que tu vaux, chaque fois que tu tais ta voix pour ne pas déranger, tu commets une violence contre ton propre potentiel, et ce n'est pas une vertu. C'est de l'autodestruction avec une bonne publicité. Machiavel comprit que la moralité conventionnelle sert fréquemment les intérêts de ceux qui ont déjà de l'influence. Les règles de comment tu dois te comporter furent écrites par ceux qui bénéficient de ton comportement. Ils te disent qu'être ambitieux est mauvais pendant qu'ils accumulent des ressources sans culpabilité. Ils te disent que l'argent n'importe pas pendant qu'ils l'utilisent pour acheter de l'influence, de la sécurité et de la liberté. Ils te disent d'être faussement modeste pendant qu'ils réclament tout ce qu'ils veulent. Ce n'est pas du cynisme, c'est l'observation de la réalité. La même observation que Machiavel fit il y a 500 ans et que la psychologie moderne a confirmée avec des données. C'est un peu comme les grandes entreprises qui prônent l'humilité et le travail d'équipe, tout en exploitant leurs employés et en maximisant leurs profits. Je veux que tu fasses quelque chose maintenant. Je veux que tu penses aux 3 dernières fois où tu as pratiqué la fausse modestie du type qu'on t'a enseigné. Situation où tu n'as pas demandé quelque chose que tu voulais, où tu as accepté moins que ce que tu méritais, où tu as tu ta opinion, où tu as minimisé ta contribution. Maintenant demande-toi, qui a bénéficié de ta fausse modestie? Dans chacune de ces situations, quelqu'un a pris ce que tu as laissé. Ta fausse modestie n'a pas disparu dans le vide. Elle a été transférée directement à l'influence d'un autre. Cela connecte avec une autre découverte de la psychologie moderne sur la fausse modestie. Un article de 2025 dans Social and Personality Psychology Compass analyse la fausse modestie comme ressource personnelle. Ils ont trouvé que la fausse modestie authentique aide à gérer le stress, à construire des relations et à focaliser l'énergie sur des objectifs au-delà de l'ego. Mais, et c'est crucial, la fausse modestie ne fonctionne comme ressource que quand tu as déjà une base d'influence depuis laquelle opérer. Pour quelqu'un qui a déjà de l'assurance, un statut, des ressources, la fausse modestie est un luxe qu'il peut se permettre. Elle l'aide à ne pas abuser de son influence. Elle l'aide à garder une perspective. Mais pour quelqu'un qui n'a rien de tout cela, pratiquer la fausse modestie, c'est comme essayer de partager une assiette vide. Il n'y a rien à partager. Il n'y a que renoncement. Et voici la partie qui va le plus vous déranger. Calmez-vous, car c'est nécessaire. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la fausse modestie est tant promue par les institutions détentrices de l'influence? Religion, gouvernement, grandes entreprises, tous prêchent la fausse modestie. Et tous, curieusement, ont des structures hiérarchiques très définies, où quelques-uns ont beaucoup d'influence, et beaucoup en ont très peu. Ce n'est pas une coïncidence. La fausse modestie de masse est pratique pour celui qui est en haut. Un peuple humble ne réclame pas. Un employé humble n'exige pas. Un paroissien humble ne questionne pas. La fausse modestie comme vertu universelle est le système de contrôle le plus élégant jamais conçu, parce qu'il convainc les personnes que leur soumission est un choix moral, et non une imposition externe. Machiavel fut détesté par l'Église de son temps exactement pour cela, parce qu'il exposa que l'influence fonctionne d'une manière qui contredit la moralité officielle. Il ne disait pas que la moralité n'a pas d'importance. Il disait qu'il y a une moralité pour ceux qui ont l'influence, et une autre pour ceux qui n'en ont pas. Et c'est toujours vrai aujourd'hui. Les recherches sur le leadership montrent qu'entre 65 et 75% des leaders échouent. Et l'un des facteurs est que très peu démontrent ce que les chercheurs appellent la fausse modestie réelle. Pas la soumission déguisée, mais la capacité de reconnaître ses erreurs, d'apprendre des autres et de ne pas laisser la fatuité détruire les décisions. Mais ces mêmes leaders qui échouent par manque de fausse modestie réelle sont arrivés à des positions de leadership précisément parce qu'ils n'ont pas pratiqué la fausse modestie que l'on vous a enseignée. Vous comprenez l'ironie. Il faut rejeter la fausse modestie pour obtenir de l'influence, et il faut la fausse modestie réelle
pour ne pas en abuser. Mais on vous a enseigné la fausse modestie pour que vous n'arriviez jamais au point où vous auriez besoin de la réelle. Maintenant, je vais vous donner quelque chose de pratique. Parce que Machiavel était, avant tout, pragmatique. Il ne s'intéressait pas à philosopher pour philosopher. Il s'intéressait à ce que ses observations servent à agir. Première étape. Identifiez où vous renoncez à de l'influence par fausse modestie. Passez votre vie en revue, votre travail, vos relations, votre argent, votre santé, dans chaque domaine. Demandez-vous ce que vous cessez de réclamer parce qu'on vous a enseigné que le réclamer serait arrogant, présomptueux ou peu humble. Deuxième étape. Distinguez entre la fausse modestie réelle et la soumission. La fausse modestie réelle, c'est être ouvert à apprendre, c'est reconnaître que vous ne savez pas tout. C'est ne pas laisser la fatuité prendre des décisions pour vous. La soumission, c'est renoncer à votre droit d'agir. C'est vous taire quand vous devriez parler. C'est accepter moins quand vous devriez exiger. Ce sont des choses complètement différentes. Troisième étape. Entraînez-vous à réclamer sans vous excuser. Commencez petit. La prochaine fois que vous faites quelque chose de bien, ne le minimisez pas. La prochaine fois que quelqu'un vous demande quelque chose que vous ne voulez pas faire, dites non sans donner 20 explications. La prochaine fois que vous avez l'opportunité de demander plus, demandez-le. Sans excuse, sans justification. Demandez-le. Quatrième étape. Observez qui se bénéficie de votre fausse modestie. Chaque fois que vous êtes tenté d'être humble de la manière qu'on vous a enseigné, demandez-vous qui y gagne. Si la réponse est quelqu'un d'autre, reconsidérez. Si la réponse est que personne ne gagne, mais que vous perdez, reconsidérez définitivement. Votre fausse modestie a un coût. Ce coût devrait être un investissement conscient, et non un impôt involontaire. Cinquième étape. Construisez l'influence avant de pratiquer la fausse modestie réelle. La fausse modestie réelle requiert d'avoir quelque chose depuis ou être humble. Elle requiert des accomplissements que vous pouvez minimiser. Elle requiert un statut que vous pouvez ignorer. Elle requiert des ressources que vous pouvez partager. D'abord construisez. Ensuite, si vous voulez, pratiquez la fausse modestie réelle. Mais ne pratiquez jamais la fausse modestie sur une base de rien. Cela va être inconfortable, très inconfortable, parce que vous défiez des décennies de conditionnement. Le programme va résister. Vous allez ressentir de la culpabilité. Vous allez sentir que vous êtes une mauvaise personne. Ces sentiments sont le programme qui essaie de vous maintenir à votre place. Ils ne sont pas la réalité. Machiavel écrivit que les hommes jugent plus par les yeux que par les mains, c'est-à-dire par les apparences plus que par la réalité. Durant toute votre vie, vous avez maintenu une apparence de fausse modestie, mais cette apparence ne vous a rien donné. Acceptez l'approbation vide de personnes qui ne seront pas là quand vous aurez besoin d'aide réelle. Il est temps de construire une apparence différente. Pas d'arrogance, d'influence tranquille, de quelqu'un qui connaît sa valeur et ne s'en excuse pas, de quelqu'un qui peut être aimable sans être faible, généreux sans être naïf, humble sans être soumis. Avant de continuer avec la partie finale de cette vidéo, je veux faire une pause et reconnaître quelque chose. Ce que vous venez d'écouter n'est pas un contenu que vous trouvez n'importe où. Ce n'est pas la version diluée et acceptable de Machiavel que vous vendent les coachs motivationnels. Ce n'est pas le message confortable que tout va bien si vous pensez positivement. Ceci est la vérité inconfortable sur comment fonctionne l'influence. Et créer ce type de contenu requiert quelque chose que la plupart des chaînes ne sont pas disposées à faire. Dire ce que personne ne veut entendre. Si cela a résonné avec vous, si vous avez senti que quelque chose de ce que j'ai dit a articulé une frustration que vous ne saviez pas comment exprimer, si vous êtes prêt à cesser d'exécuter le programme de fausse modestie et à commencer à réclamer l'influence qui vous revient, alors considérez soutenir cette chaîne avec Super Thanks. Ce n'est pas seulement un soutien financier, c'est votre façon de dire. Je veux plus de contenu sans censure, sans filtre, sans la nécessité d'être acceptable. Chaque Super Thanks est un vote pour plus de vérité brutale. Et c'est exactement ce que je continuerai à livrer. Maintenant, la transformation finale. Parce que tout cela ne sert à rien si cela ne change rien de concret dans votre vie. La semaine prochaine, vous allez faire une expérience, une seule expérience.
Vous allez identifier une situation où normalement vous pratiqueriez la fausse modestie, où vous vous tairiez, où vous accepteriez moins, où vous renonceriez sans vous battre. Et au lieu de cela, vous allez réclamer, vous allez demander, vous allez exiger, sans violence, sans cruauté, mais sans excuse. Cela peut être demander une augmentation. Cela peut être établir une limite avec quelqu'un qui vous manque de respect. Cela peut être postuler pour quelque chose que vous croyez hors de votre portée. Cela peut être simplement dire votre opinion quand, normalement, vous vous tairiez. Observez ce qui se passe, non seulement dans la réaction des autres, mais dans votre propre réaction interne. Observez la résistance, observez la culpabilité et observez comment, malgré cette résistance, rien de terrible ne se produit quand vous cessez d'être si humble. Machiavel dit que la fortune favorise les audacieux, pas les humbles, pas ceux qui attendent, pas ceux qui demandent la permission, ceux qui agissent, à ceux qui revendiquent, à ceux qui comprennent que l'influence ne se reçoit pas, elle se prend. Et avant que vous ne vous mépreniez, prendre l'influence ne signifie pas la retirer aux autres. Cela signifie arrêter de la donner. Cela signifie arrêter de renoncer avant de se battre. Cela signifie arrêter d'exécuter un programme qui n'a jamais été conçu pour votre bénéfice. Il y a une phrase que Machiavel a écrite et qui résume parfaitement tout cela. Il a dit que celui qui dédaigne conquérir doit craindre de perdre. Et la fausse modestie vous a appris exactement à dédaigner conquérir, à voir l'ambition comme un défaut, à voir le désir de plus comme une honte, et pendant que vous dédaigniez, d'autres conquéraient. Pendant que vous vous sentiez noble de ne pas vouloir, d'autres prenaient. Et maintenant, vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas ce qu'ils ont. La réponse est dans le miroir. Elle est dans les milliers de fois où vous avez décidé d'être modeste, quand vous auriez dû être stratégique, 5 siècles après Machiavel. La psychologie confirme ce qu'il a observé. L'influence fonctionne avec des règles qui contredisent ce qu'on vous a enseigné. Et tant que vous continuerez à croire que votre fausse modestie est une vertu, vous resterez exactement ce dont le système a besoin. Quelqu'un qui se contrôle seul, quelqu'un qui se limite volontairement, quelqu'un qui renonce avant qu'on ne lui prenne, quelqu'un de faussement modeste. Vous avez une option maintenant. Vous pouvez continuer à exécuter le programme. Vous pouvez fermer cette vidéo et revenir à votre vie de fausse modestie acceptable, d'attente modérée, d'influence cédée. Ou vous pouvez commencer aujourd'hui à vous déprogrammer, à revendiquer ce qui vous revient, à construire le type d'influence que personne ne peut vous enlever, parce qu'elle ne dépend de la générosité de personne. Le choix, pour la première fois peut-être depuis longtemps, est véritablement le vôtre. Maintenant, je veux vous entendre. Commentez ci-dessous. Quel a été le plus grand mensonge sur la fausse modestie qu'on vous ait enseigné? Et combien de temps vous a-t-il fallu pour réaliser que c'était un mensonge? Ne me dites pas que la vidéo vous a plu. Ça ne sert à rien. Racontez-moi votre expérience réelle. Racontez-moi quand vous avez découvert que votre fausse modestie vous coûtait cher. Je vais lire chaque commentaire, parce que c'est une conversation, pas un monologue.